Chers amis des jardins, bonjour et bienvenue au Centre technique horticole de Gembloux, un domaine de 23 hectares qui accueille les élèves de l'Institut technique horticole et de la Haute École Charlemagne pour leurs travaux pratiques. Alors pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Eh bien parce que nous allons vivre ensemble la 19e édition de la journée de l'arboriculture. Alors pour en savoir plus sur cette manifestation qui fait la part belle à la nature, eh bien nous allons rejoindre tout de suite Benoît Javot qui est une des chevilles ouvrières de cette manifestation. Bonjour Benoît Javot. Bonjour Roland. Alors, 19e édition de la journée de l'arboriculture ici à Gembloux. Alors, en deux mots, on rappelle un peu la philosophie de cette journée. Mais la journée de l'arboriculture, c'est une collaboration entre le Centre technique horticole, l'Institut technique horticole, la Haute École Charlemagne, le Centre de recherche agronomique wallon et différents acteurs du domaine de l'horticulture. Alors, aujourd'hui, ici, il y a plein d'activités. Je vois pas mal de monde. On vient quoi? Essentiellement pour chercher des conseils, mais pour acheter aussi, non? On vient beaucoup pour chercher des conseils et surtout assister aux démonstrations faites par nos étudiants, aussi bien en taille fruitière, en taille ornementale. Nous avons aussi des grimpeurs et lagueurs qui démontrent leur talent et on réalise des abattages d'arbres en position dangereuse. D'accord. Alors quand on dit démonstration de taille par les élèves, il y en a pour qui c'est très important cette journée aujourd'hui. C'est très important. On va d'ailleurs aller les rencontrer tout à l'heure. C'est très important pour eux. J'espère qu'ils ne sont pas trop stressés. En fait, ils passent leur examen de qualification en taille pommier-poirier. Et ça vaut quand même pour 20% des points dans la réussite de leur qualification professionnelle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils vont vraiment être mis dans des conditions professionnelles. Ils sont dans des conditions professionnelles et le contact qu'ils ont avec le public est aussi quelque chose que l'on doit évaluer. Public nombreux, hein, chaque année ici, il faut le rappeler quand même. Public très nombreux. C'est une journée incontournable pour les amateurs d'arbres et arbustes. Ben voilà, tout est dit. Benoît, un tout grand merci. Nous allons aller à la rencontre de Damien. Il va nous parler pressage de pommes. Claudine Noiret, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici à Gembloux avec votre Mobipress, mais on vous connaît surtout comme un spécialiste des arbres fruitiers aux tiges. Alors racontez-nous un peu votre travail de tous les jours. En fait, l'idée, ça veut dire que ça fait plus de 25 ans qu'on essaie de se préoccuper notamment des vieilles variétés fruitières et notamment au niveau des vergers aux tiges et donc de sensibiliser notamment les agriculteurs qui avaient encore pas mal de vergers et donc essayer de les restaurer parce qu'à l'époque c'était gratuitement, on allait restaurer leurs vergers pour maintenir notamment ces vieux vergers. Et c'était facile de sensibiliser ces agriculteurs à conserver ces vergers? Mais en fait, réellement, il a fallu gagner la confiance du monde agricole et donc on l'a gagné progressivement et aujourd'hui on l'a gagné totalement, quoi. Alors finalement, l'histoire de la Mobipress, c'est un peu la continuité de ce travail de préservation des vergers. Tout à fait, en fait. Vous ne pouvez pas préserver la biodiversité s'il n'y a pas un côté économique. Donc quelque part, il fallait absolument trouver une solution. Et la solution, c'est de valoriser le fruit d'une autre manière. Donc la plupart des gens qui ont des fruits le consomment comme ça sous forme de pommes de table ou sous forme de compote ou de pâtisserie. Mais de l'autre côté, voilà, il fallait faire du jus. Et voilà, on a conçu notamment une machine qui permet de pouvoir apporter ce service au niveau des citoyens. Et alors peut-être en vitesse, expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. On prend rendez-vous, c'est ça? Alors voilà, les gens prennent rendez-vous, on les inscrit on leur dit, voilà, vous venez à 10 h. Ils viennent avec 100 kg de pommes, automatiquement ils les déposent, ça a cheminé, elles sont broyées, le jus arrive, il est filtré, il arrive dans une des cuves et automatiquement il est pasteurisé et les gens repartent dans 10 minutes. Et donc ils sont certains, c'est bien leurs pommes? Tout à fait. Donc l'objectif c'est de pouvoir garantir vraiment que les pommes qu'ils amènent c'est leur propre jus. Vous travaillez principalement avec des back-in-box de 3 litres et 5 litres, c'est ça? Tout à fait, oui. Temps de conservation, plus ou moins? Alors, quand le back-in-box est ouvert, c'est 60 jours, en toute tranquillité. Si c'est pas ouvert, c'est plus de 2 ans. Eh bien, un grand merci. Je vous remercie en tout cas. Je vais vous laisser aller travailler. C'est gentil. Nous, en tout cas, on va retrouver Roland. Il va nous présenter l'arbre de l'année, qui est cette année le sorbier. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Roland. Alors tu as l'habitude dans notre émission depuis de nombreuses années de nous distiller tes petits conseils. Aujourd'hui je t'ai demandé de nous présenter l'arbre de l'année, c'est le sorbier, un arbre qu'on trouve un peu partout en Europe. C'est une plante, c'est un arbre que l'on trouve tout à fait spontanément en Europe. Dans l'Europe, je vais dire plutôt du nord que du sud. Hein. À l'état sauvage, on trouve quoi? Plutôt dans les plaines, dans les sous-bois? Ce sont dans les steppes, dans les orées de bois, dans des clairières et ce genre de choses. Alors, on va un peu parler de cet arbre. Tout d'abord, est-ce que c'est un arbre qui fait pour les petits, les grands jardins? Est-ce qu'il pousse haut, vite, pas vite? C'est un arbre qui pousse relativement vite.
disons, à l'échelle du temps d'un arbre. Ouais. Au niveau taille, on atteint les 6 mètres, les 7 mètres à peu près de haut. Ah, donc il faut quand même faire attention. Hein. Ça prend un peu de place, donc c'est pas pour les tout petits jardins, ça c'est sûr. Ouais. Il est souvent constitué d'une base, je vais dire, relativement courte et de plusieurs troncs qui partent les uns à côté des autres. Donc ça l'étoffe un petit peu, quoi. Voilà, donc ça prend un peu de volume à ce niveau. Au niveau du feuillage? Le feuillage, il est composé de plusieurs folioles qui sont légèrement découpées, qui sont relativement légères, ce qui fait que ça bouge un peu au vent, ça fait partie de la décoration de l'arbre. Et alors l'avantage aussi, c'est qu'il a des fruits. Les fruits, bien sûr, les fruits qui arrivent à la fin de l'été et qui persistent très longtemps en fonction de la météo jusqu'au mois de novembre-décembre. Ce sont des petites baies, si je ne m'abuse, c'est ça? Ce sont en fait des toutes petites pommes, parce que c'est la famille de la pomme, qui sont de couleur rouge-orangé en fonction, je vais dire, des origines de la plante. Et ces petits fruits font le bonheur de beaucoup de nos oiseaux. Et décorent le jardin. Et décorent bien sûr le jardin par sa couleur. Mais c'est pas comestible. Pour ah non, l'homme, il faut mieux éviter de déguster le fruit du sorbier. Eh bien, Jean-Luc, un tout grand merci. On va continuer à parler d'arbres, mais de petits arbres, puisque nous allons aller à la rencontre de quelqu'un qui nous présente les bonsaïs. Donc pour bien choisir son premier bonsaï, il faut d'abord bien distinguer les différents types de bonsaïs qu'on vous propose. Il y a les bonsaïs qui vont à l'intérieur et les bonsaïs qui vont à l'extérieur. Si vous voulez un bonsaï d'intérieur comme la plupart des débutants, il faut savoir qu'il y a des bonsaïs qui vont dans une pièce avec chauffage et des bonsaïs qui vont dans une pièce sans chauffage. Dans les grandes surfaces, on va quasiment toujours vous proposer des bonsaïs qui vont dans une pièce sans chauffage en hiver. Si vous les mettez à 20 degrés, au bout de 6 mois, c'est sûr, ils vont mourir. Donc faites bien attention à prendre un bonsaï qui doit aller à la place que vous pouvez lui offrir. Dans les bonsaïs d'extérieur, on a 3 espèces distinctes. On a les conifères, qui eux peuvent aller jusque moins 10 degrés. Ils ont des rameaux très souples, donc ça permet de ligaturer les branches et de leur donner des formes. Qu'on ne peut absolument pas faire ça sur un feuillu, les branches vont casser. Mais les conifères, ils ont des bourgeons. Un bourgeon par an va éclore, ça va donner cette tête-là. Donc ça pousse très très doucement. Donc pour avoir un certain résultat par rapport à un feuillu dont ce rameau-là, au bout d'un mois, à la bonne saison, il va faire 30 ou 40 cm, le conifère, il va faire 3 cm. Donc pour le même résultat, il va falloir 10 fois plus de temps. Donc les conifères sont beaucoup plus coûteux que les feuillus. Ils peuvent sécher entre les arrosages, donc ils sont un peu plus solides à ce niveau-là aussi. Ils peuvent être placés en plein soleil. Dans les feuillus, on a les feuillus persistants qui vont garder leurs feuilles toute l'année et les caducs, comme nos arbres de chez nous, qui vont perdre leurs feuilles en hiver, donc ils seront tout nus, mais ça nous permet de voir leur structure. Tous les bonsaïs d'intérieur, que ce soit les intérieurs froids ou les intérieurs chauds, doivent être collés à une fenêtre. Tous les 10 cm, on perd 1000 lux. À 40 cm de la fenêtre, on n'a plus de lumière pour l'arbre, c'est sûr qu'il va mourir. Après, on a les bonsaïs d'intérieur avec chauffage en hiver et les bonsaïs qui doivent aller dans une pièce sans chauffage en hiver. Ces bonsaïs doivent marquer une saison froide l'hiver, une espèce d'hibernation. Si vous les mettez à 20 degrés, au bout de 6 mois, ils vont mourir, c'est sûr. Pour les bonsaïs d'intérieur chaud, pour bien vous expliquer comment ils réagissent dans la nature, le soleil se lève à 6 h du matin et se couche à 10 h du soir quand il fait 22 degrés. Le problème, c'est que chez vous, en hiver, en décembre, vous avez 22 degrés, mais le jour va se lever à 9 h et va se coucher à 4 h de l'après-midi. L'arbre va être complètement perturbé. C'est pour ça qu'il y a très peu de bons bonsaïs d'intérieur. Allez chez un professionnel qui vous conseille un vrai bonsaï d'intérieur. Sinon, vous êtes voué à l'échec. Philippe Jacques, bonjour. Bonjour Roland. Alors, on l'a dit en début d'émission, cette journée est importante à plus d'un titre pour le public, parce qu'ils viennent ici chercher toute une série de conseils pour réussir leur culture. Ils viennent acheter également des arbres et des arbustes, mais c'est une journée qui est également très importante pour les élèves, pour certains élèves qui passent un examen important. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit des élèves de classe terminale en 6e professionnel et 6e CFA
en vue de l'obtention de leur diplôme d'ouvrier qualifié en horticulture. Alors, ça se passe pratiquement comment? Qu'est-ce qui passe comme style d'examen? Oui, eh bien, c'est essentiellement un examen centré sur la taille fruitière globalement. Oui. Ils ont tiré au sort soit une taille fruitière à faire, de pommier, pardon, soit une taille de poirier, de fructification, soit une taille de formation de pommier, ou alors carrément une taille de gobelet en demi-tige. Alors aujourd'hui, ils sont sur le terrain, ils sont arrivés, je crois, vers 9h ce matin. C'est ça, ouais. Très pratiquement, ici, d'ailleurs, on en voit autour de nous. Ouais. Qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, ils ont un canevas de présentation. Ils doivent d'abord se présenter eux-mêmes, oui. en disant, voilà, bonjour, je m'appelle un tel. Après ça, ils situent l'arbre dans le verger. Oui. Et après, ils vont commencer à citer toutes les parties importantes du végétal. Donc, on retrouve le bouton qui va donner des futurs fruits. On retrouve les brindilles, les rameaux. Donc, ils citent tous les organes de l'arbre. Après ça, ils vont citer toutes les étapes de la taille de l'arbre qu'ils ont tiré au sort. Il y a un jury extérieur composé de professionnels de l'extérieur, de professeurs du niveau. Oui. Hein, et alors, tous ensemble, on écoute l'élève. Oui. Il fait sa présentation, on lui pose des questions pour voir jusqu'où on peut aller. On essaye même de le retrancher, de le retrancher. Oui, voilà, exactement. J'ai vu ça au niveau des maladies, bon, des parfois, arbres, je parle pour le méchant. En fait, le public, il est adorable parce que c'est lui d'abord qui va le défendre, l'élève. Nous, on passe un peu pour les méchants. Ouais. Mais cela dit, généralement, ça se passe relativement bien. Ils ont été checkés quand même avant. Hein. Ils ont fait des jeux de rôle entre eux. Voilà. Alors justement, une fois que l'élève, le candidat, a présenté la manière dont il va tailler, les différentes parties de l'arbre, etc., il va passer à l'acte quelque part. Ah oui, c'est ça le but du jeu. Ouais. Il faut que la personne lambda qui vient ici puisse repartir en ayant « Ah oui, là j'ai vraiment compris quelque chose. » Oui. Voilà. Donc il va faire une démonstration de taille devant le jury et devant le public. Voilà. Chacun avec sa personnalité. Il va jouer de panneaux didactiques, on en a vu là tout à l'heure, Roland. Il y en a d'autres qui vont prendre une petite photo, il y en a d'autres qui vont carrément donner les sécateurs à la personne. Ben voilà, vous ne savez pas tailler, ben regardez, montrez-moi. D'accord. Ok. Et après, in fine, eh bien quoi, le jury se voit en petit comité. Oui, évidemment, et puis, voilà, on va pas faire ça devant lui. On se met à l'écart, on a toute une grille d'évaluation et on dit voilà, est-ce que cet élève a satisfait ou a pas satisfait, et on va tenter d'expliquer pourquoi. Okay. Dans le but, évidemment, de pouvoir l'aider à remédier au cas où. D'accord. Un élève, on va aller en chercher un tout de suite. Hein. Mais en attendant, si tu veux bien, Philippe, on va vite découvrir le livre du mois. Ben, ça tombe bien, il est consacré au bonsaï. Bonsaï, paru aux éditions White Star, est un superbe voyage au pays des arbres miniatures qui présente, grâce aux photos captivantes de Fabio Petroni, une sélection d'exemplaires conservés au Crespi Bonsai Museum de Milan, un musée célèbre dans le monde entier. Les sujets photographiés sont uniques et rares, et beaucoup ont plus de 100 ans. Ponctué de précieuses informations, cet ouvrage de grande qualité nous emmène dans le monde fascinant de ces plantes élevées en pot pour reproduire les formes et les caractéristiques des arbres dans la nature, un art qui est aussi une philosophie de vie. Philippe, pour les téléspectateurs du Geste du Mois, on va essayer de leur expliquer quelque chose qui n'est pas toujours très facile à expliquer. C'est la taille d'un arbre fruitier. Oui. Alors on va essayer d'utiliser des termes simples. Oui, ça ne sert à rien, sans entrer dans le détail, parce que nous sommes là, ici, aujourd'hui, pour accueillir le public. Voilà. Mais pour leur donner un avant-goût de l'histoire, ce qui serait bien, c'est qu'ils imaginent l'arbre comme un immense réseau de tuyaux. C'est une question de tuyauterie, Roland. La taille, c'est une question de tuyauterie. C'est tout bête. Explique. Mais, écoutez, vous avez un gros tuyau que j'appelle, moi, pipeline central, si je peux. Qui est le tronc. Après ça, vous avez toute une série de tuyaux qu'on voudrait bien horizontaux. Oui. Parce que ce qu'il faut, en fait, c'est qu'il y a un rapport direct entre la quantité de bois que l'arbre donnera et la quantité de fruits. C'est inversement proportionnel. D'accord. Si l'arbre fera du bois... Il ne va pas faire de fruits. Ah non. C'est inversement proportionnel. Il faut faire en sorte... il faut favoriser... D'accord. Il ne faut pas favoriser le bois. D'accord. Le bois... Bon, ça, ce sont les charpentières, alors, si je me souviens bien. Ce qui part du tronc, c'est une charpentière. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur cette charpentière pour faire ce qu'on appelle une taille de fructification et donc aider l'arbre à produire plus de fruits? On va freiner le débit. Ok, freiner le début des tuyaux. Oui. Allons-y. Donc, ça freine. Si on les met dans l'axe du tuyau, le tuyau, il est gros. Oui. Il y a beaucoup d'eau qui va couler, du sève qui va couler dedans. Si par contre, il est perpendiculairement au gros tuyau central, il va freiner.
Donc ça, c'est déjà bien. On va tenter donc d'horizontaliser un maximum les branches. Alors, passons à l'acte tout de suite. Philippe, on a quelqu'un à côté de toi. Oui. On a Willem qui est un élève qui vient de passer son examen de qualification. C'est tout frais. On va peut-être lui demander de tailler et tu vas peut-être commenter. Vas-y, Willem, commence peut-être à tailler ta charpentière. Avant ça, il faut dire qu'il faut toujours commencer par ordre. On ne va pas n'importe où. Pour s'y retrouver, parce que chez les particuliers, l'arbre n'est pas aussi peut-être structuré. D'accord. On va commencer charpentière par charpentière. Alors, on va commençant du bas vers le haut, tu vois. Pour l'image, c'est plus facile de commencer par le haut. Alors, vas-y Willem, qu'est-ce qu'il va faire? On va choisir le prolongement de la charpentière. Donc la charpentière, elle est là. Oui. Et on va choisir son prolongement. Donc on va décider dans quelle direction on voudrait bien que cette charpentière-là aille. D'accord. On va décider peut-être que c'est celle-ci. D'accord. Qui est le prolongement de la charpentière. Ça veut dire, si je ne m'abuse, que ceci et ceci, on va les éliminer. Ah oui. Voilà, c'est bien ça. Oui. Allez Willem, élimine. Vas-y. On ne va toucher... Ça, c'est du bois d'un an. La saison passée, tout ceci. D'accord. Et donc, on va éliminer ces deux-là. Tout ceci, c'est toutes des productions de l'année passée. OK. Vas-y, soit Willem. on la laisse tranquille, soit on la coupe. D'accord. Alors, ça, c'est une manière déjà de faire pour que l'arbre fructifie plus. Alors, Philippe, très brièvement, il y a encore des choses auxquelles il faut faire attention quand on taille un arbre pour qu'il reste sain. C'est que s'il a des parties malades, je suppose qu'il faut les éliminer. Ça ne sert à rien de porter un acte technique sur quelque chose qui ne va pas bien. D'accord. Il faut se rendre dans l'évidence que cette branche-là, voilà. Il faudra un jour ou l'autre peut-être penser à la couper. D'accord. Et quand on coupera, il faudra essayer de faire la plaie la plus propre possible. D'accord. De telle façon à ne pas faire une porte ouverte inutile aux maladies. Philippe, j'espère que vous avez compris un maximum d'explications. Je vous avais dit, hein, c'est pas si simple que ça. Il vaut mieux venir ici. Voilà, la meilleure des solutions, Philippe, c'est de venir ici. L'année prochaine, vous n'avez qu'à venir ici à la journée de l'arboriculture à Gembloux. Vous en saurez plus. On fera Philippe, plaisir. Un tout grand merci. Maintenant, on va vite jeter un coup d'œil sur le montage floral du mois. Nous sommes au mois de décembre, donc on va vous donner des idées pour les fêtes de fin d'année. Ensuite, soyez très attentifs, puisque ce sera le moment du concours et on va se retrouver une dernière fois ici sur le site du Centre Technique Horticole. Merci Philippe. Merci Roland. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la couronne de l'Avent. Voici une couronne de l'Avent traditionnelle, c'est-à-dire sapin, fruits d'automne et d'hiver et 4 bougies qui sont allumées les 4 dimanches avant Noël. Mais je vais vous montrer comment réaliser une couronne de l'Avent un peu différente et un peu plus originale que la traditionnelle. Pour cela, je vais avoir besoin de tous ces éléments-ci, un grand contenant cylindrique comme ceci, un peu plus petit mais un peu plus haut aussi, 4 bougies, des branches de cornus détaillées en petits morceaux, quelques perles de couleur, des feuilles de camélia séchées, des fioles de verre de différentes tailles, des boules de Noël de taille moyenne, du poivre rose, des petites boules de Noël et quelques fleurons d'orchidée. Vous disposez le plus petit des contenants dans le grand, au centre, comme ceci, et les 4 bougies autour, entre les 2 contenants. Voilà. Dans un premier temps, je vais m'occuper des boules de Noël de taille moyenne. Comme je m'en sers de récipient, je commence par enlever la tache et je vais les remplir d'eau grâce à une piscette. C'est beaucoup plus simple. Et je fais la même chose avec les fioles sphériques que je vous ai montrées tout à l'heure. Pour éviter qu'elles roulent, je les dépose dans des petits cache-pots ou des coquetiers. Ça me permet de les garder en évitant que l'eau ne s'échappe. Je continue en plaçant les branches de cornus et les différents récipients entre les bougies. Les branches de cornus me permettant de caler les petites fioles pour éviter qu'elles ne roulent. Voilà. Et je fais ça avec toutes les branches et toutes les fioles que j'ai. Je viens maintenant disposer le reste de mes accessoires, c'est-à-dire les feuilles de camélia, les perles, le poivre rose et les petites boules de Noël, un peu partout dans le contenant, de manière à caler l'ensemble et faire ça de façon homogène. Je vais maintenant installer les fleurons d'orchidée dans chaque fiole. Pourquoi les orchidées? Parce que ce sont des fleurs qui tiennent bien, elles ne demandent pas beaucoup d'eau.
J'ai donc choisi 2 variétés différentes, des Vanda, comme ceci, et les Cymbidium de couleur orange, pour avoir un contraste assez fort entre les 2 couleurs. Et je remplis comme ça toutes les fioles. Et comme dans la tradition, la couronne de l'Avent est faite pour faire patienter les enfants avant Noël, pour les faire patienter, je glisse quelques fruits et quelques bonbons. Ça les aidera à patienter sans aucun problème. Et tout ça au centre de la composition. Voilà. Maintenant, si vous vous y prenez trop tard pour respecter la tradition, il fera très bien un magnifique milieu de table pour les fêtes sans aucun souci. En ces périodes de fête, la décoration est à l'honneur et voilà de quoi garnir votre table. Un milieu de table réalisé avec une structure comme ceci, des branchages qui vont venir sur le tour, des petites fioles qui vont être accrochées à la structure pour recevoir les différentes fleurs. Et dans ce cas-ci, j'ai travaillé dans les tons de blanc et rose, quelque chose de frais, avec des roses, des fleurons d'orchidées, des petits anthuriums, des ornithogalums, des lys et de l'asparagus teinté qui donne cet aspect givré, qui donne un peu de fraîcheur à l'ensemble. Encore une petite idée de décoration pour les petits intérieurs. Si vous n'avez pas la place de mettre un sapin traditionnel, voilà une alternative qui vous permettra de décorer votre intérieur en rappelant l'aspect conique du sapin. Je suis parti d'un cône que vous trouvez facilement chez les fleuristes. Il y a différentes possibilités, soit en rotin, soit dans d'autres matières. Et je l'ai agrémenté avec des fleurons de Vanda que j'ai mis dans des petits tubes. Et j'y ai inséré quelques petits éléments de décoration, des perles, des fils de fer et d'autres éléments du pandanus, etc. Libre à vous de choisir les éléments qui s'harmoniseront au mieux avec votre intérieur. Et quant à moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Chaque mois, et grâce à nos nombreux sponsors, nous allons pouvoir vous récompenser de l'intérêt que vous portez à notre émission de jardinage si vous répondez correctement à la question suivante. Quel est le nom de l'arbre de l'année que Jean-Luc Onzoul nous a présenté et qui fait partie de la famille des pommiers? Il est important pour vous départager d'indiquer sur votre carte postale ou sur votre email la chaîne locale sur laquelle vous nous regardez et de préciser le cadeau que vous aimeriez gagner si la chance vous sourit. Ce mois-ci, la firme Edialux vous offre plusieurs conditionnements de Sunspray Garden, un traitement écologique hivernal pour protéger vos pommiers, poiriers et plantes ornementales des acariens et insectes. Pour mettre au pied du sapin, Interforum Editis vous gâte en vous offrant plusieurs exemplaires du superbe ouvrage dédié au bonsaï et paru aux éditions White Star. L'ASBL Nature et Progrès vous propose de découvrir le dernier numéro de leur revue bimestrielle Valériane. Et enfin, les artisans fleuristes du Jardin d'Anaïs à Gembloux ont le plaisir de vous offrir plusieurs superbes bouquets de saison. Frédéric Bastin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur dans la section sylviculture. On vient de voir pas mal de choses assez intéressantes au niveau d'élagage, d'abattage. Alors, la section dont vous vous occupez, la section sylviculture, ça consiste en quoi exactement ? Eh bien, c'est la formation des étudiants de 5e et de 6e technique et professionnelle, ici à l'Institut technique horticole, qui forment des futurs forestiers, des gardes forestiers ou des bûcherons. Ensuite, après leur formation en 5e et en 6e secondaire, ils vont en 7e, où ils apprennent le métier de grimpeur élagueur qu'on a pu observer aujourd'hui. Donc, si je vous comprends bien, la formation élagueur-grimpeur, c'est 1 an. C'est en 1 an. Alors, à quoi sert un élagueur grimpeur? À quoi est-ce qu'on les forme, ces gens-là? Alors, les élagueurs grimpeurs de notre école sont formés aux soins des arbres essentiellement, parce que bien souvent les clients demandent d'étêter un arbre ou de le raccourcir parce qu'il est trop grand ou qu'il fait trop d'ombre dans le jardin. Or, ces techniques font beaucoup de dégâts dans l'arbre et il faut ensuite les abattre parce qu'il meurt. Et nous apprenons à nos étudiants à tailler correctement un arbre pour éviter justement toutes ces maladies qui s'en suivent. Ça s'appelle, je crois, de la taille douce, c'est ça? Tout à fait. Le mot le dit bien. De la taille douce ou de la taille raisonnée. En tout cas, nous demandons à nos étudiants d'avoir une capacité d'analyse des arbres avant d'intervenir dedans n'importe comment. Et l'élagueur grimpeur intervient également sur tout arbre malade, j'ai envie de dire. Voilà, on peut également appeler les élagueurs grimpeurs quand il y a des maladies dans un arbre. Voilà. Ils ont toute une série de techniques qu'ils peuvent utiliser dans leur vie professionnelle pour soigner un arbre ou en tout cas lui rendre un peu de vigueur. Alors qui dit élagage dit abattage, puisque une fois
les parties sont coupées, ben, il faut s'en occuper, je suppose. Il faut, alors, si le bûcheronnage intervient à ce moment-là. Voilà, si l'arbre doit effectivement être abattu et mis au sol, il faut une formation de bûcheron pour l'abattage du tronc d'arbre. Voilà. C'est ce que nous allons voir aussi aujourd'hui. Et cette formation est une formation essentiellement basée sur les techniques de manipulation de la tronçonneuse afin d'éviter les risques et de travailler en toute sécurité. Eh bien, en tout cas, c'était très impressionnant de voir tout ça cet après-midi. Un tout grand merci à vous et à vos élèves. C'est ici qu'on va se quitter. On se donne bien entendu rendez-vous l'année prochaine. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et dès le mois de janvier, rendez-vous pour de nouveaux conseils de jardinage. Au revoir et à bientôt.